Merci beaucoup, Somaya. Alors, effectivement, on prépare France-Maroc. Qui aura lieu, donc c'est à 22h en plus, ça sera assez intéressant, ça sera en tout cas plus intéressant. Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de débordements, mais un peu partout, et on n'en parle même pas de ce qui s'est passé, je voyais, il y a eu des débordements, alors d'ailleurs c'est pas le mot débordement, à Bruxelles, à Toulouse, à Rotterdam, dans plusieurs villes européennes, après la victoire du Maroc en 8e de finale. Bon, on s'y habitue, évidemment, c'est des choses qui ne se passaient pas il y a 30 ou 40 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé lorsque le Maroc a éliminé les Pays-Bas. Qui ne se passait pas il y a 40 ans, puis qui ne se passe pas au Maroc de nos jours, par exemple. Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. On salue d'ailleurs tous les Français qui sont au Maroc, soit en vacances, soit parce qu'ils y vivent, dans ce pays merveilleux qu'est le Maroc, et qui, effectivement, vous faites bien de le souligner, il n'y a pas ce type... Qui avait organisé la CAN, on le rappelle. Bien sûr, et qui organisera... Il l'avait gagné, je crois. Hein. Oui, qui organisera la prochaine Coupe du Monde. La prochaine Coupe du Monde, elle est au Maroc. Oui, tout ça, oui, avec plusieurs pays, le Maroc et bien sûr, elle est au Maroc, bien évidemment. Et donc, revenons sur l'équipe de France 2 secondes. On a écouté Didier Deschamps. Écoutons William Saliba sur cette rencontre contre le Paraguay, où les Français ont été excellents parce qu'ils ont su tenir leurs nerfs. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile. On savait à quoi s'attendre, que ça n'allait pas être facile, qu'ils n'allaient pas nous donner beaucoup d'espace. Voilà, c'est une équipe très compacte qui défend très bien et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne. Donc on savait que ça n'allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans. Ils ont essayé de nous sortir de notre match, mais on est resté concentrés. On n'a pas pris le but et on a su marquer à la fin de ce match. Et puis je voulais vous faire écouter Ryan Cherki, qui est entré en fin de match, qui est un attaquant extrêmement talentueux de cette équipe de France. On était préparé à ça, ça fait quelques jours que le coach nous rappelle que la qualité principale du Paraguay, c'est de faire la guerre, c'est d'essayer de faire sortir les joueurs adverses de leur match. Donc on était vraiment prêt à ça et on avait envie de rappeler à tout le monde que nous aussi on sait faire la guerre, on sait batailler. Et puis l'équipe de France nous donne des images qu'on peut voir sur le site de la Fédération française de football, où on voit les Bleus qui vivent, et les Bleus vivent bien, le groupe vit bien, comme on dit. Et là, ils sont dans l'avion. Alors, je ne suis pas sûr de reconnaître le premier des joueurs qui entrent, puisque c'est William Saliba que vous reconnaissez à l'instant. Et donc, France-Maroc, ça va être à 22h. Et après, ça sera l'Espagne ou le Portugal, parce que ce soir, c'est Espagne-Portugal. Et puis après, pourquoi pas la finale. Vous vous rendez compte que la France... a fait une finale en 2018, a fait une finale en 2022 et qu'elle est encore quart de finale. Nous, on vient d'un monde où la France n'est même pas qualifiée en 70 et 74, je vous le rappelle. La France a fait 4 finales des 7 dernières éditions. Ouais. C'est fou. Et quand on était gamin, une qualification, c'était un événement. Quand on est allé en Argentine, souvenez-vous. Incroyable. Génération Platini, oui. Exactement. Bon, alors, vous parliez de l'arbitre tout à l'heure. On va recevoir tout à l'heure Laurent Alexandre, Vivre Milan quand l'intelligence artificielle règne et la mort recule. Comment ? Quel rapport ? Eh bien, la séquence que vous allez voir, c'est une séquence en intelligence artificielle. Elle est drôle parce qu'elle est éditorialement puissante. Elle dit quelque chose. Et vous allez voir, avec ces images, c'est formidable. Il y a des pépites, parfois. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un petit clip qui résume avec des images de l'intelligence artificielle, qui dit tout de ce qu'a été ce match. Eh bien, regardez-le. Et alors, pour Europe 1, je vais peut-être le commenter, parce qu'effectivement, à la radio, c'est plus difficile de voir les images. Donc, les Paraguayens entrent habillés, l'arbitre, par exemple, est aveugle. Il est aveugle. Voilà. Les Paraguayens, souvent en boxeur ou en footballeur américain. Et les Français, alors l'arbitre, il est avec un chien, il est aveugle, une canne blanche. Et vous avez l'arbitre qui fait toujours, voilà, il fait n'importe quoi, l'arbitre. Là, il prend le soleil, bon. C'est quand même assez extraordinaire, ces images. Et à la fin, c'est les Français qui ont le sourire. Bon, convenez que ces images, c'est sidérante. Oui.
Absolument sidérant, et notamment le début quand ils arrivent en footballeur américain. Écoutez Laurent Nunez qui craint peut-être pour le match de jeudi soir, France-Maroc. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. C'est un match qui donnera lieu forcément, d'abord, pendant la rencontre, il y aura beaucoup de personnes qui vont se rassembler dans les bars, dans de nombreux endroits pour regarder ce match. Il y a un certain nombre de fan zones. Et à l'issue, on sera extrêmement vigilant au moment des célébrations à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Ou s'il devait y avoir des dégradations, des prises à partie des forces de sécurité intérieure, il y aura des interventions systématiques des forces de l'ordre conformément aux instructions que je passe. Il y aura un dispositif renforcé partout, dans tout le pays. Bon, aux Pays-Bas, par exemple, à La Haye, plusieurs unités de police ont dû être déployées dans certains quartiers de la ville. Des canons à eau ont été utilisés pour disperser les foules de supporters, parmi lesquels se trouvaient des casseurs, parce qu'il y a eu Maroc-Pays-Bas, et Maroc a battu Pays-Bas. À Rotterdam, un groupe de supporters a réussi à bloquer une route, empruntée notamment par les services d'urgence médicale et les pompiers. Les forces de l'ordre sont intervenues afin de rétablir la circulation. Ça pour dire que c'est pas partout, partout. Là où... À Utrecht, des incendies ont été allumés par des émeutiers qui ont affronté la police durant une partie de la nuit, rapporte le média DH Sport. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Et on rappelle, on l'a vu tout à l'heure, le mercredi 14 décembre 2022, à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022, la France-Maroc, l'équipe de France s'était imposée 2-0 et à l'issue de cette demi-finale, des débordements s'étaient produits dans la capitale qui avaient été largement minimisés là aussi par la presse. Vous ne parlez pas de Trump, la Coupe du Monde? Eh bien justement, on en parle maintenant. Ah oui, c'est intéressant. Non, vous avez dit, on a terminé avec cette séquence. Il y a Trump. Oui, la séquence c'était Maroc, mais sur le carton rouge. Ah ouais. Eh bien j'en parle maintenant, dites-donc. Il y a pas de, vous êtes le deuxième Paraguayen. Non, mais vous avez parfaitement raison. Et effectivement, merci à la FIFA d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir réparé une grande injustice, président Trump. Mais écoutez, Trump, il est dans son rôle, il défend son pays. Bon. Oui. Non. Donc je ne peux pas vous dire autre chose, il défend les intérêts de son pays. Après... C'est Infantino qui devrait effectivement ne pas lui céder. Sérieusement, mais il est dans son rôle. Sérieusement, vous avez déjà vu, dans un match international de la Coupe du Monde, un carton rouge légitime. Vous avez vu la faute que fait Balogun. Oui. Vous avez le président des États-Unis qui appelle et qui dit « Retirez-moi ça parce que sinon je vais manquer d'attaquants ». Mais attendez, c'est du jamais vu. Pascal, vous qui avez la mémoire longue, ça vous rappelle pas quelque chose ? Quand l'émir du Koweït était descendu. Oui. Ah, l'émir du Koweït. Oui. L'émir du Koweït. Là, il est descendu de manière symbolique sur la pelouse. Vous avez complètement raison. Il a rien à faire. Mais bien sûr que... Franchement, c'est incroyable comme intervention. Mais c'est pas lui que c'est pas lui que je jette la pierre. C'est à l'instance qui l'écoute. Toujours pareil, lui, il est dans son rôle, il défend. Pas dans son rôle, précisément. Il défend les intérêts de... Ça crée une jurisprudence de folie, là. Vous avez vu que le staff de l'équipe française demande qu'on retire le carton jaune, du coup, de Michael Olysée. Ouais. Ben pourquoi on ne l'obtiendrait pas, du coup? Il faut peut-être qu'Emmanuel Macron appelle... il n'aura peut-être pas le même poids. Enfin, bon. Ça ne marchera pas. C'est vrai. Non, mais c'est assez extraordinaire. Donald Trump a appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de le réexaminer la suspension du joueur américain Balogun. Oui. La FIFA a levé dimanche la suspension liée au carton rouge par l'attaquant mercredi soir lors des 16e de finale de la Coupe du Monde. Il pourra donc disputer lundi le 8e de finale contre la Belgique. Mais pourquoi est-ce qu'il ne demande pas que l'équipe américaine gagne la Coupe du Monde? Trump n'a qu'à téléphoner en demandant « Je veux gagner la Coupe du Monde ». La FIFA a fait une grosse erreur et pris une très mauvaise décision en suspendant le carton rouge infligé à l'Américain Balogun sous la pression de Trump, a estimé dimanche le sélectionneur norvégien. C'est une grosse erreur de la FIFA. Et le roi belge n'a pas réagi là-dessus? Le roi belge? Oui. Le roi des Belges. Oui, le roi des... Le roi des Belges, oui. Bah écoutez, demandez-lui. Il a peut-être appelé. Par contre, Rudy Garcia a réagi ce matin. Oui, mais j'ai pas vu. C'était justifié, Balogun ou pas? Oui. C'est vrai? Oui. Mais c'était un carton rouge direct? Ou c'était... Difficile à dire, c'était peut-être un peu sévère. Non, est-ce qu'il avait eu un jaune avant? Vous voyez que vous avez bien fait de rester, Tanguy, avant. Voilà. Parce que vous vouliez partir. J'espère foot aussi. Mais exactement, restez avec La nous. sanction n'a pas été complètement annulée. Hein. Comment? Ça a été transformé en sursis. Oui, Oui, mais enfin, il peut jouer. Sursis, Il peut jouer. C'est une démarche scandaleuse. Oui. Et moi, c'est injustifiable. Franchement, injustifiable. Et ce qui est injustifiable, c'est que le président Infantino écoute. Oui. Ça me paraît plus ça, après... Il faut qu'il y en ait un qui parle pour que l'autre écoute. Oui. Vous êtes en fait un aimant à paraguayen. Vous avez une manière tellement pénible, irritante de présenter les choses qu'on se sent obligé quand même de vous contredire. C'est la fin de la saison. Ça sent, il est en roue libre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe quand vous allez dans le bus, parfois? Non.
Hein Je peux pas. Mais c'est Enfin, dommage. si je peux vous dire, je peux Parce vous que vous donner... avez rencontré une femme, c'est intéressant. Non, mais je peux vous donner le contexte, je peux pas entrer dans les détails. Oui. J'étais dans le bus en train de faire des mots croisés. Il y a une dame qui s'est penchée vers ma grille. Vraiment, j'avais sa tête entre ma grille et moi. Je lui ai dit d'un air un peu ironique « Bonjour madame ». Et là, sans me dire bonjour ni quoi que ce soit, elle m'a fait une proposition très directe, très indécente, à base de mauvais traitements que j'aurais non pas infligés, mais subis. Ah ben, elle connaissait vos préférences, peut-être. Elle connaissait mes goûts, de toute évidence. C'est lunaire. Voilà ce qui se passe dans les bus. Alors, c'est vrai que c'est pas climatisé, peut-être que la température fait que des gens, peut-être... Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez accepté ou Non, j'ai pas accepté. Elle est descendue avec un autre monsieur avec lequel, apparemment, elle avait conclu un accord préalable. Pour des prestations à peu près identiques, c'est bien compris. Mais j'ai pas eu le temps de parler avec ce monsieur qui est descendu assez vite. Et comme c'était un compartiment de 4, les 2 personnes en face de moi écoutaient attentivement tout en faisant mine de ne pas entendre. Parce qu'elle entrait dans les détails. Elle me Oui. Ça a duré quand même 5 minutes, la conversation. Mais vous avez reconnu? Ah oui, non, je crois... Je sais pas. Ah voilà, c'est une bonne question. Je suis pas sûr. Vous croyez? Je suis pas sûr. Vous pensez pas? Bon, si cette dame nous entend... Voilà. En tout cas, Ou alors elle vous avait connu dans un temps passé. prenez la ligne Elle vous avait reconnu. Elle vous avait reconnu. Bon, il est 9h43. Marine Le Pen, J-1, Élodie Huchard. J-1, Marine Le Pen, son sort est dans les mains de la justice, le sort du RN aussi. L'idée, c'est, si j'ai bien compris, pour la justice, c'est d'exclure d'abord Marine Le Pen et de mettre en examen après Jordan Bardella. C'est ça, en gros, ce que je devine de la justice française. Ben oui, du côté du Rassemblement national, vous le disiez, d'abord, Marine Le Pen, c'est le dossier qui va arriver dès demain. Après, maintenant, on cherche aussi du côté de Jordan Bardella, mais aussi du côté d'Édouard Philippe, c'est-à-dire qu'on voit que quand on est haut dans les sondages, c'est pas forcément bon signe pour la justice. Édouard Philippe aussi. Oui, bien sûr, le parquet national financier qui cherche sur la gestion notamment du Havre, sur des très vieilles affaires en réalité qui ont déjà été plus ou moins soldées, mais on revient tirer un petit peu la ficelle. C'est des histoires qui sont assez anciennes et Édouard Philippe, il a suffi qu'il se présente à l'élection présidentielle pour qu'on se dise que ça devenait être beaucoup plus urgent. Bah écoutez, ça veut dire que tous les candidats sont visés, tous les candidats de droite. Oui, parce que les procédures, quand elles concernent la France insoumise, les procédures en justice durent toujours beaucoup plus longtemps. On entend qu'il y a des procédures qui sont ouvertes, elles ne se terminent jamais. On l'écoutera tout à l'heure, Édouard Philippe, mais voyons le sujet de Mathieu Devez, J-1, Marine Le Pen. Demain, Marine Le Pen sera de retour à la Cour d'appel de Paris pour une décision qui pourrait rebattre les cartes de l'élection présidentielle. Le scénario idéal pour la chef de file du RN, la relaxe. Elle retrouverait immédiatement son éligibilité et pourrait se lancer dans la course à l'Élysée. Mais cette hypothèse apparaît peu probable, notamment au regard de sa condamnation en première instance. En mars 2025, 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. La Cour peut confirmer sa culpabilité pour détournement de fonds publics, mais ramener son inéligibilité à 2 ans ou moins. Dans ce cas, Marine Le Pen pourrait bien être candidate en 2027, sa peine ayant déjà été purgée. Car depuis sa condamnation du 31 mars 2025, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale est déjà inéligible. En revanche, si la Cour confirme une peine de plus de 2 ans d'inéligibilité, Marine Le Pen ne pourra pas briguer l'Élysée, le premier tour étant prévu le 18 avril 2027. Autre enjeu, la peine de prison. Si la Cour d'appel suit les réquisitions du parquet général et prononce 1 an de prison ferme sous bracelet électronique, Marine Le Pen assure qu'elle renoncera à la présidentielle. Reste un ultime recours, un pourvoi en cassation. S'ils étaient saisis, les hauts magistrats ont déjà indiqué que leur décision serait rendue au plus tard début janvier. Mais pour Marine Le Pen, ce serait déjà trop tard pour mener une campagne présidentielle. Commentaire, Élodie Huchard. Et on voit que Marine Le Pen, en tout cas, elle a essayé de montrer ces derniers jours qu'elle restait combattante. Je reprends ces mots, quoi qu'il arrive, je ne serai pas morte. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen dans une interview. On voit que le RN a voulu cadrer tout ça, orchestrer, interview de Marine Le Pen, déplacement ce week-end avec Jordan Bardella. Sa journée de demain, elle est parfaitement cadrée. Dès que la décision est rendue, elle se rend au siège du parti. Elle voit ses équipes
les plus proches. Dans la foulée, à 20h, elle sera l'invitée d'un journal télévisé. On voit que Marine Le Pen tente de montrer qu'elle tient bon. Après, demain, c'est le vrai jour qui va lancer la campagne présidentielle. Le Rassemblement national, qui est favori, attend de savoir quel est son candidat. Et les autres partis attendent aussi de savoir qui ils vont affronter. Donc demain, c'est vraiment... c'est le dernier jour de suspense pour Marine Le Pen et c'est vraiment le jour 1 aussi de la campagne pour 2027. Georges Fenech. Un sentiment personnel. Oui. Je trouve ça très infantilisant. Que des juges viennent nous dire pour qui on doit voter, qui a le droit de se présenter. Il faut en finir avec ces règles qui sont une atteinte gravissime au fonctionnement de la démocratie, voyez-vous. Qu'il y ait des condamnations qui sont prononcées, bon, personne... En même temps, c'est les hommes politiques qui ont mis en place cette mais vous avez raison. Vous avez raison. Mais il va falloir en finir. Oui, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, alors l'affaire Fillon, etc., c'est les juges qui doivent faire le tableau des finalistes. Qui peut faire... Est-ce que c'est pas un peu démagogique? Ce que je dis Non, je dis c'est un sentiment que à je donne. l'époque, les Français le réclamaient. Ils ont été mal éclairés sur ce qu'impliquait cette loi, en fait. Parce que vous auriez fait un sondage... C'est pas les Français, c'est les représentants qui, on l'avait plus blanc que blanc, ont mis des règles invraisemblables. Moi, qui sont des atteintes. Les Français, à l'époque, soutenaient sans bien mesurer les implications de cette loi, je crois. Ils ont été mal éclairés. Éric Nolot n'a pas tort. C'est vrai qu'il y avait une volonté de laver plus blanc que blanc chez certains, qui existent toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, si vous demandez aux uns et aux autres, souvent, aux Français, ils ont cette volonté-là. Mais il y a des effets pervers. C'est-à-dire que l'effet pervers, c'est que si vous donnez du pouvoir à des gens, ils vont le prendre. Et les juges, vous leur donnez du pouvoir, ils vont le prendre. Donc, et c'est le politique. On dit toujours la même chose autour de ce plateau. On ne vote pas pour un juge. On est à moins d'un an de la présidentielle. Oui. On a un parti, c'est pas pour faire l'avocat, on a un parti qui a dans les sondages toute chance d'arriver, en tout cas au second tour, et on ne sait toujours pas si elle peut se présenter ou pas. On est tous là, tributaires d'une décision qui va arriver après un délibéré extraordinaire. Mais c'est la faillite des hommes politiques que vous incarnez vous aussi, puisque vous en avez fait partie. Mais bien sûr, Georges, vous le savez bien, je vous le dis sans arrêt, c'est pas vous personnellement, vous avez lâché le pouvoir. Ça fait 50 ans que vous avez accepté que le politique ne décide plus. Par démagogie parfois, par lâcheté souvent, donc vous récoltez ce que vous avez semé. Oui. Je n'y peux rien, c'est dans tous les sujets. Donc après vous venez pleurer. C'est trop tard. Oui, enfin vous adressez à moi comme symbole. Parce que vous êtes le seul homme politique ici. Vous êtes le seul homme politique. Vous êtes le seul homme politique ici. Oui. C'est-à-dire que vous allez me crucifier pour. Mais je vous crucifie pas. Oui. Mais de la même manière, la haute autorité de la transparence, vous l'avez peut-être voté. Je ne l'ai pas voté. Bon, j'étais là, mais je n'ai pas. J'ai été contre. Et de la même manière, c'est un drame. Cette haute autorité de la transparence, ça empêche. Les conséquences aussi. Oui, d'accord. 10 ans après, je continue à dire ce que je fais, ce que je fais pas. Oui. Ce qui n'est pas normal. Mais parce que, je vous dis, par démagogie pure. La transparence, on est tous d'accord, mais un excès de transparence, si vous voulez, ça tue les bonnes volontés. Il n'y a plus personne qui veut aller en politique. Nous sommes d'accord. Oui, et on n'a pas vu, et on ne veut pas voir les effets parfois pervers, comme le double mandat. Tout ça, ça va la même chose. Le double mandat, il faut le rétablir. Il faut revenir à la Ve République. Tout ce qui a été fait depuis 40 ans, hélas... ça partait pas d'une mauvaise idée, Pascal. Oui, mais l'enfer est pavé. On est après l'affaire Cahuzac, vous vous souvenez? Non, mais attendez. Et là, on découvre qu'un ministre du budget a des comptes non déclarés à l'étranger. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Cette phrase, elle est formidable. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et tu ne vois pas les effets pervers. Le double mandat, évidemment que c'est très bien, le double mandat. Le cumul de mandats, c'était très bien. Sans cumuler les indemnités. Mais au contraire, cumulons-les. Au contraire. Oui. Parce que vous attirez des gens qui ont du talent. Au contraire, cumulons-les. Même ça, vous voyez, vous êtes en train de vous donner la démago. Vous êtes, mais c'est extraordinaire comme vous êtes. Mais si, mais bien sûr, à force de vouloir plaire à tout le monde, cette phrase, elle est très intéressante que vous dites. Non, il faut que nos hommes politiques puissent très bien vivre pour attirer les meilleurs. Bien évidemment. Autrement, vous allez attirer les gens que vous attirez. Et on voit le résultat et le pays. Exactement. Ah, vous êtes terrible. Hein. Bon, écoutons Marine Le Pen. Il dit qu'elle est de bonne foi. Je suis de bonne foi. Et j'essaye de regarder
qu'est-ce qui va bien dans notre pays et plutôt qu'est-ce qui va mieux depuis 10 ans. Eh bien, je vais vous dire, j'ai pas mal d'imagination, je suis quelqu'un d'assez optimiste, mais j'arrive pas à trouver. Absolument tout s'effondre sous nos yeux. Tout. Il n'y a pas un seul domaine qui fonctionne bien. Il y avait encore, il y a une dizaine d'années, l'agriculture, ça fonctionnait bien. Il y avait encore, il y a une dizaine d'années, l'énergie qui fonctionnait bien. Là, tout est par terre. Et là, tort, il y a une chose qui marche très bien, c'est l'administration fiscale française. Oui, c'est vrai. Bercy. Bon, après, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Parce que nous, ça nous arrive de le dire, que tout s'effondre. Bon, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que le plus important dans la séquence que nous vivons, c'est le diagnostic. Par exemple, Édouard Philippe, c'est les gens heureux, ils sont entre eux, hier, il n'y a pas de souci. Ils étaient 3200, voilà, il y avait plein de vides dans l'aréna. 3200, hein, pour un lancement de campagne. Ils étaient 80 000 chez Nicolas Sarkozy. 3200. Bon, bref. Alors là, ils sont heureux, ils sont ensemble. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le constat? Est-ce que tout s'effondre? Parce que ça, c'est une question importante. Moi, je crois que le pays ne s'est jamais porté aussi mal qu'en ce moment. Bah, en 40 peut-être, il s'est peut-être pas... Non, mais en dehors des périodes exceptionnelles de guerre, bien sûr. Oui. Mais quand vous avez un pays, vous avez 10 millions de gens qui sont... si vous me permettez, en 40 quand même, l'exode, c'était pire qu'aujourd'hui. Je veux dire, en dehors des périodes de guerre, d'accord. Le pays ne s'est jamais aussi mal porté, avec une dette, déficit d'autorité, donc elle a raison. Une insécurité, une immigration, tout va mal. Donc vous êtes d'accord avec elle? Oui, je fais le constat. Éric Revel. Moi j'ai écrit un livre dessus, cher Pascal. C'est Mozart qu'on assassine, aux éditions Ellipse. Donc vous partagez Oui, alors moi ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est un peu abscon, mais Georges vient de parler des finances publiques. Vous savez qu'avec 3 536 milliards d'euros de dette, une dette qui a augmenté de nouveau de 76 milliards au premier semestre. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a un déficit budgétaire qui se réduit un peu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a augmenté les impôts l'année dernière de, Cour des comptes, 51 milliards. On a augmenté les impôts dans ce pays de 51 milliards. Ça veut dire que la situation des finances publiques est désastreuse. Est-ce qu'on va être mis sous tutelle ou pas? Je disais dans le JDD le point de vue de l'économiste Marc Toiti. C'est un vrai sujet, mais si c'est le cas, Pascal, il faudra réduire les prestations sociales, il faudra peut-être réduire le niveau des pensions, il faudra peut-être réduire le nombre de fonctionnaires, et si aucun homme ou femme politique n'a le courage de le faire une fois arrivé au pouvoir, c'est d'autres qui nous l'imposeront par l'extérieur. Ouais. Et vous avez vu également que pour verrouiller l'appel d'offres AO10, juste avant la présidentielle, le gouvernement impose des contrats inédits et très favorables aux opérateurs au prix d'un nouveau dérapage budgétaire. Éolienne offshore, il y a des papiers qui commencent à sortir, un coup de force à 50 milliards d'euros. Et vous avez David Lisnard qui a scandale absolu, David Lisnard qui monte au créneau sur ce sujet. Franchement... Mais il a raison. Je vais vous dire, avant la présidentielle, je vous assure, c'est ce qui se passe en France. Bon, ben voilà. Tout à l'heure, Franz-Olivier Gisbert, c'est pas moi qui le dis, parlait d'un système illibéral. Oui. Que Emmanuel Macron se met maintenant dans un système illibéral. Ce sont les mots de Franz-Olivier Gisbert. Mais ce qui se passe en France peut effectivement nous interroger. Je marque un temps pour nos amis d'Europe 1. Temps dont leur a permis de reprendre la parole. Il est 9h55, on va marquer une pause. On va parler de l'intelligence artificielle, on écoutera Jordan Bardella, et puis le meeting à l'heure de la sieste d'Édouard Philippe hier. Vous êtes dur. Ils le font tous à l'heure de la sieste. Ils ont tous fait leur discours à la fin. Écoutez, franchement, faire un discours de campagne, moi je l'ai écouté pour le coup. Enfin, tu te dis, mais qui je sais pas, tu dis quelque chose, c'est ton premier discours, fais rêver. Ah non, là, fais rêver, trouve du souffle. Non, mais une campagne électorale, ça se construit aussi, parce qu'il n'allait pas faire des annonces là, il les fera plus tard. Il annonce un Big Bang, donc on attend. Non, mais dans le ton de la voix, dans la manière de parler. Je trouvais que c'était un peu surjoué. Non, mais c'était très lénifiant. Ouais. Non, enfin, je sais pas, sans doute, mais... Et t'as Nathalie Kosciusko-Morizet et Agnès Buzyn, ça fait rêver, qui sont là comme soutien. Voilà, comme ancien ministre. À tout de suite.